parler des énergies renouvelables. Et pourquoi on va parler des énergies renouvelables? Eh bien, vous le savez, la pollution est extrêmement grave due aux énergies fossiles. Ça représente des conséquences sur la biodiversité, sur la santé humaine. Alors, pour vous redonner quelques chiffres, par exemple, le nombre de décès qui sont imputés chaque année en France à la pollution est de 48 000. C'est-à-dire que ça tue moins que le tabac, mais plus que l'alcool. En Chine et en Inde, cette pollution, par exemple, atmosphérique, due aux particules fines, tue à peu près entre 1,5 et 3,5 millions de personnes chaque année. Vous voyez pourquoi il est très important que nous puissions nous pencher sur cette question aujourd'hui. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un certain nombre de personnalités qui représentent des marques, mais aussi des jeunes citoyens qui vont eux aussi s'interroger sur ces questions. Alors, nous avons côté étudiants et élèves, puisque ceux qui sont encore en terminale, donc Zena Oli qui est étudiante à Sciences Po au Havre, Juliette Leblond, élève en terminale à l'institution Joseph du Havre, et également Arthur Thierry qui est dans la même classe a priori. Voilà. Et côté invité, nous avons Gwenaëlle Huette qui est directrice générale adjointe de Engie, Édouard Hainaut qui est directeur général de Transdev, Jean-Baptiste Galland, directeur de la stratégie d'Enedis, et Jean-Baptiste Gastine, qui est le premier adjoint au maire du Havre et qui nous accueille donc aujourd'hui. Alors, on va tout de suite commencer, peut-être pour comprendre ce qui se passe directement dans les marques. Et je vais m'adresser peut-être d'abord à Gwenaëlle Huette. Vous avez décidé de modifier la stratégie de votre groupe il y a peu et de vous orienter essentiellement vers les ENR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait et comment ça va se faire? Merci. Un mot sur notre groupe Engie. Il y a 4 ans, nous avions décidé de prendre un temps d'avance sur la transition énergétique et d'orienter notre entreprise essentiellement sur la transition énergétique. Ça veut dire quoi? Par le passé, en fait, Engie, c'était un grand producteur d'électricité, de gaz, un petit peu partout dans le monde. Eh bien, nous avions pris la décision de se séparer des activités les plus émettrices de carbone et de concentrer nos investissements dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie. C'est-à-dire que toutes ces dernières années, nous avons vendu, nous avons fermé des installations un petit peu partout dans le monde avec un objectif, la transition énergétique. Quand nous avions annoncé ça, le marché nous a questionnés. Pourquoi ces activités sont pourtant tellement rentables? Pourquoi s'en séparer? Parce que pour nous, ce qui compte, c'est notre engagement dans la durée, c'est notre engagement développement durable dans la durée. Eh bien, nous avions initié ce changement il y a 4 ans maintenant. Et puis, en juillet dernier, eh bien, nous avons décidé d'accélérer et de se dire, finalement, les énergies renouvelables, nous avons commencé à construire des plateformes un petit peu partout dans le monde, c'est-à-dire commencer à construire des développements dans toutes les technologies d'énergie renouvelable. Eh bien, on va faire plus. Et voilà l'engagement qui a été pris, finalement, en fin juillet dernier, de se dire, eh bien, nous allons accélérer nos investissements dans les énergies renouvelables, donc non seulement mettre plus de ressources, dédier plus de moyens, mais aussi dans ce que nous appelons les infrastructures. Et les infrastructures, c'est quoi? Eh bien, c'est les infrastructures de réseau, c'est les réseaux de chaleur, les réseaux de froid, la cogénération, ce sont tous les développements locaux pour accompagner les développements territoriaux de toutes ces activités. Voilà, c'est ça notre stratégie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue technologique? Eh bien, c'est à la fois de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique, de l'hydrogène, c'est un petit peu tout ce qui existe aujourd'hui et ce qui existera demain. Zena, vous avez une question peut-être pour Gwenaëlle? Oui, merci. Alors, je me demande, est-ce que, comme par exemple le pétrole maintenant, c'est en train de réduire et ça prend des années pour reproduire, est-ce qu'il y aura le moment dans le futur qu'on peut remplacer le pétrole totalement par les énergies vertes? Merci. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut remplacer le pétrole totalement par les énergies vertes? Au niveau français, le gouvernement avait lancé une réflexion sur un schéma national bas carbone. Comment arriver à décarboniser l'économie? Eh bien oui, c'est notre vision. C'est la vision à la fois des politiques, des citoyens,
mais aussi des grandes entreprises. Oui, il nous faut y aller. Est-ce que nous avons aujourd'hui en main toutes les technologies pour y arriver? Eh bien, c'est maintenant qu'il faut investir pour réussir à complètement extraire, sortir le carbone de notre activité. La vision, c'est 2050. À l'horizon 2050, nous devrons avoir décarbonisé l'ensemble de l'économie. Et ce n'est pas justement une histoire qui va s'inscrire du jour au lendemain, mais chaque étape entre maintenant et 2050 sont importantes. Si aujourd'hui, nous n'investissons pas dans les technologies du futur, eh bien 2050 va s'éloigner. C'est ça notre pari. Merci beaucoup. Édouard Hainaut, qu'est-ce que ça représente sur votre activité, les ENR, et où est-ce que vous en êtes? Bonjour. Donc Transdev, juste pour vous situer, c'est 85 000 personnes dans le monde. Nous sommes présents dans 17 pays. Sur la France, nous sommes 34 000 et nous déplaçons chaque jour 11 millions de voyageurs. Et donc décarboner les solutions de transport, c'est essentiel et c'est une priorité avec nos autorités organisatrices, donc les collectivités qui sont les décideurs et à qui nous apportons des conseils et de l'accompagnement pour la vision de territoire. Quelques mots rapides. On peut se dire que le transport en général représente 25 à 26% des émissions de gaz à effet de serre, que le transport public, c'est 10% de ces émissions, donc c'est à peu près 2 à 3%, et c'est la solution, parce que c'est apporter une solution alternative à l'utilisation de la voiture individuelle. Ce n'est pas la remplacer, ce n'est pas la diaboliser, mais c'est apporter une alternative. Donc c'est faire que quelqu'un ou une famille qui a besoin d'une voiture pour faire un déplacement périphérie-centre, parce qu'on parle de ça, on parle des déplacements du quotidien, et n'ait peut-être pas besoin systématiquement d'utiliser son véhicule, d'être en capacité de rejoindre un réseau structurant de transport public, que ce soit des cars à haut niveau de service pour aller de la périphérie vers le centre, que ce soit de rejoindre un réseau de bus ou de tramway, comme vous avez pu le voir ici en venant au Havre, ou voire même de rejoindre et d'avoir tout de suite accès à des dispositifs de mode doux, de type vélo, de manière plus facile. Donc si on regarde la stratégie de Transdev dans ce domaine, c'est vraiment l'accompagnement des collectivités et c'est prendre en compte ce qu'est le territoire. Le territoire, d'abord, c'est un choix d'énergie sur le territoire. Et donc, c'est d'être en capacité d'analyser pour les flottes de transport de voyageurs, mais je pense qu'on peut les étendre très largement aux flottes de collecte d'ordures ménagères, par exemple, ou de logistique du dernier kilomètre, et d'avoir ce raisonnement. Et donc, nous, c'est de regarder comment on s'insère dans ce dispositif. Donc, on a, j'allais dire, de nombreuses expérimentations, mais on a aussi des choses très concrètes qui ont été mises en œuvre. Nous avons, par exemple, en Île-de-France, un réseau 100% électrique aujourd'hui, qui en plus est alimenté par des certificats d'unité de valorisation énergétique qui est situé juste en face du dépôt et qui produit à partir de déchets de l'électricité qui permet décarbonée, qui permet d'alimenter ce réseau. Ça, c'est le cas en Île-de-France, à Argenteuil. Nous avons mis aussi avec la région Sud, qui a d'ailleurs été primée par un concours Ville-Rail et Transport, des lignes régulières électriques entre Avignon, Aix et Aix-Toulon. Donc des lignes maintenant grande distance, puisqu'on arrive à faire 250 à 280 km jour sur cette ligne sans recharger. Donc on est vraiment dans le mode de mise en œuvre de ces solutions électriques. On peut parler de dispositifs avec des boucles plus locales, avec par exemple l'utilisation de bioéthanol produit à partir de marc de raisin. C'est ce que nous avons sur les cars au niveau de service en Gironde. On le fait également entre La Rochelle et l'île de Ré. Donc on est capable de mettre en place des dispositifs qui sont adaptés par rapport à des boucles locales énergétiques et qui ont du sens par rapport à l'énergie du territoire, si on peut l'appeler comme ça. Et puis on a
une autre voie, toujours une énergie électrique, mais produite à partir de l'hydrogène. Et nous avons dans le bassin d'Artois-Goël, dans le Lens-Liévin, une ligne en fait régulière, commerciale, avec 6 bus hydrogène. Ces bus sont fabriqués par une société albigeoise, donc une société française, Safra. Et nous expérimentons avec une unité de production d'hydrogène d'Engie, d'ailleurs, en proximité, cette ligne hydrogène. Après, il faut regarder un peu les coûts. C'est intéressant de regarder les coûts. Oui, on va en reparler. On en reparlera plus tard. D'accord. Justement, au Havre, Jean-Baptiste Gastine, vous, il se passe plein de choses, et notamment, il y a une centrale à charbon qui est en train de fermer et qui est en train d'être remplacée sur le même territoire par une usine qui fabrique des pales éoliennes. Vous allez m'expliquer tout ça peut-être? Oui, historiquement, le territoire du Havre est un territoire à l'économie très carbonée, avec les activités portuaires, les activités de production d'énergie, les activités de raffinage, de chimie, de pétrochimie. C'était, il y a quelques années, 14 millions de tonnes de CO2, rien que la zone industrielle-portuaire du Havre en termes d'émissions. Depuis, ça baisse, et ça baisse sensiblement et assez rapidement. Et vous avez raison, la fermeture de la centrale thermique au charbon va entraîner de facto une baisse importante des émissions de CO2. Et c'est très emblématique de la transition énergétique parce que dans le même lieu et dans le même espace de temps aussi, on va fermer cette centrale au charbon qui va encore produire de l'électricité cet hiver et qui normalement devrait cesser ses activités au printemps prochain. Et dans le même calendrier et au pied de la centrale thermique au charbon, sur 35 hectares, les travaux ont commencé pour construire peut-être une des plus grandes usines au monde de fabrication de nacelles et de pales d'éoliennes offshore. C'est Siemens Gamesa qui porte le projet, pour fournir en particulier les parcs dont Engie a été attributaire, mais pas seulement Engie. Et donc c'est très emblématique, c'est très symbolique. On renonce ici à une à une énergie du passé, qui est l'énergie du charbon, non renouvelable, énergie du 19e siècle. Et on va vers les économies de demain, les énergies marines renouvelables, dans une ville portuaire, dans une ville maritime, et avec des très belles perspectives à la clé, puisque c'est ici que devront être fabriqués les équipements pour bâtir 5 des 6 parcs éoliens offshore des côtes françaises, en attendant le 7e, en attendant le 8e. Donc 750 emplois qui viendront compenser. Je ne sais pas si ça sera compensé totalement. Pour les personnes qui sont concernées, c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, il vaut mieux avoir des projets de ce type pour ne pas subir totalement les évolutions et les mutations qui sont en cours, parce que ces évolutions et ces mutations sont extrêmement rapides. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'endroits en Europe ou dans le monde où, dans le même calendrier et exactement au même endroit, on assiste comme ça à cette transition énergétique. J'ajoute que cette usine se construit sur un terrain qui est un ancien terrain portuaire, donc on n'est pas en train de convertir un terrain agricole ou un espace naturel pour construire cette usine. On construit cette usine, on construit l'industrie sur le port, puisqu'on est dans le domaine portuaire ici. Juliette, vous aviez une question peut-être au premier adjoint du Havre. Oui, effectivement, je me demandais comment peut-on répondre aux besoins énergétiques croissants des territoires, seulement, si je puis dire, à l'aide des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. Donc aujourd'hui, on a encore besoin parfois de pétrole, on a encore besoin de gaz. On a aussi beaucoup besoin, il faut en parler parce que c'est quand même ce qui fournit l'électricité pour 75%, probablement encore aujourd'hui en France, du nucléaire. Et la Normandie est aussi un territoire de production d'électricité à partir de l'énergie du nucléaire. Mais c'est en allant de manière déterminée, volontariste, vers les énergies marines renouvelables. L'éolien offshore, on en a parlé, mais le solaire aussi. En étant malin et en récupérant aussi la chaleur fatale, j'ai parlé de la zone industrielle portuaire du Havre, il y a moyen de récupérer la chaleur fatale de beaucoup d'activités pour ensuite l'acheminer dans des réseaux de chauffage urbain, des réseaux de chauffage pour les industriels qui sont proches aussi. Et on sait faire ça aussi ici depuis très longtemps. On a un réseau qui aujourd'hui alimente en chaleur 5 usines, bientôt 8, parce que ce réseau s'étend. Et on va construire sur le territoire du Havre, et c'est Suez qui fait ça, une usine qui va brûler des bois déchets
Et la chaleur qui va être récupérée va alimenter des usines qui sont autour et 24 000 logements de l'agglomération du Havre. Donc vous voyez qu'il y a moyen d'utiliser de plus en plus des énergies renouvelables pour faire baisser la part des énergies qui ne le sont pas. Merci. Alors, je m'adresse à vous, Jean-Baptiste Galland. Vous travaillez essentiellement sur les raccordements. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu où en est ces raccordements sur les énergies renouvelables, notamment le solaire, puisque je crois que vous avez raccordé beaucoup de solaire récemment? Oui, bonjour. Donc Enedis distribue l'électricité en France à 35 millions de clients. Donc c'est un des plus gros distributeurs en Europe. Où est-ce qu'on en est? On est déjà très avancé dans la transition énergétique et l'entreprise en est très fière. On a consulté notre personnel pour préparer un projet entreprise, un peu comme Engie, et qui nous dit mais on est fier de ce qu'on a déjà réussi. Alors pour vous donner des exemples sur les renouvelables, puisque vous m'interrogez sur les raccordements, l'année dernière on a raccordé 2 gigawatts de renouvelables en un an. 2 gigawatts, on parlait de centrale nucléaire, c'est plus qu'une centrale nucléaire en un an. Par petits morceaux, hein, évidemment, ce n'est pas une grosse centrale, mais par petits morceaux sur l'ensemble du réseau français. C'est tout à fait exceptionnel. Si on parle des véhicules électriques qui arrivent, il y a aujourd'hui 300 000 véhicules électriques qui circulent en France. C'est les seules ventes qui n'ont pas baissé pendant la crise, les véhicules électriques. On a 30 000 bornes publiques sur le territoire, mais il faut se dire que chez les particuliers, il y a une borne aussi pour chaque véhicule. Donc en fait, on a raccordé au moins 330 000 bornes depuis que le véhicule électrique se développe. On travaille non seulement sur les véhicules électriques individuels, mais aussi sur tout ce qui est transport collectif. C'est un gros challenge. Je dirais même qu'il y a plus d'avance sur la partie bus que sur la partie véhicule électrique individuel. Hein. On travaille énormément. On travaille aussi sur le raccordement des bateaux. Et au Havre, on travaille sur le raccordement des bateaux de croisière. En année normale, il y a 135 bateaux de croisière qui arrivent au Havre tous les ans. Donc, l'idée, c'est que ces bateaux de croisière à quai ne polluent pas. Donc, ils se raccordent au réseau. L'ordre de grandeur, c'est entre 10 et 15 mégawatts par bateau. Donc on travaille sur des puissances de l'ordre de 30 MW sur le port du Havre. Vous voyez, donc ça c'est le Havre, mais on a déjà fait Marseille, on a déjà travaillé sur Toulon. Enfin, l'ensemble des ports français évolue vers une économie zéro carbone. J'allais dire ça c'est le passé, donc vous voyez c'est tout ce qu'on a fait. Pour faire ça, on investit à peu près 4 milliards d'euros par an quand même. Donc on est le deuxième investisseur infrastructure en France, après la SNCF. C'est là encore, et tout ça avec une électricité qui reste, je dirais, fiable. Si vous regardez, je ne pense pas que vous ayez beaucoup de coupures, et à un coût très compétitif en Europe. On est parmi les plus compétitifs en Europe en termes de distribution. Ça, c'est le passé. Demain eh ben, on va doubler l'effort sur les ENR, pour faire la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, il faut passer de 2 gigawatts par an à 4 gigawatts par an. Donc nos équipes s'organisent pour doubler l'effort dans les années qui viennent. Sur les véhicules électriques, 2028, c'est 4 millions de véhicules. Je vous ai parlé de 300 000. Donc 300 000 à 4 millions, vous voyez qu'il y a quand même une petite marche à franchir. Ces 4 millions de véhicules électriques, c'est 4 millions de personnes qui vont demander à être, dès quand ils auront leur voiture, la borne installée chez eux. Donc ça demande une réactivité qui n'est pas la réactivité de la construction d'une maison individuelle. Vous avez votre voiture livrée au bout d'un mois et demi, il faut que votre borne soit là, opérationnelle. Enedis n'installe pas la borne, mais Enedis aura raccordé la borne dans les délais, et ça c'est notre engagement. Voilà. Et puis le dernier point dont on a un tout petit peu parlé, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur la mesure à travers nos compteurs communicants, qui permettent de mettre à disposition des offres de services, une information sur potentiellement voilà où il y a des gisements d'économie d'énergie, et puis 2, si vous faites une opération, voilà ce que vous consommiez avant, voilà ce que vous consommerez, ce que vous consommez après. Et on passe de quelque chose qui était plutôt de la rénovation, je dirais, fiscale. On vous disait, vous changez vos portes et fenêtres, vous allez gagner de temps, mais c'était des économies d'impôts, à une véritable rénovation, et on travaille avec Engie sur le sujet, par exemple, réelle, et ce qui permet ensuite de faire des offres de services avec un engagement de résultats sur la base d'un fonds qui sont mesurés par nos compteurs. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, Gwenaëlle Huette, justement, comment vous travaillez avec les territoires concrètement pour que ça avance, les projets? Comment vous êtes reçus? Oui, en fait, un projet se dessine avec le territoire. Ça signifie que quand nous développons des énergies renouvelables,
eh bien, il faut les adapter en fonction des ressources qui sont disponibles, d'une part, d'autre part, en fonction de l'acceptabilité locale. Et pour ça, il faut beaucoup de concertation. Il y a plein de choses très positives dans les énergies renouvelables, mais le seul obstacle, c'est de forcer le développement sur les territoires. Et donc, ce n'est pas du tout la façon dont nous voyons les développements. Ça signifie que quand nous voulons développer des énergies renouvelables, eh bien, nous co-designons les projets avec les territoires. Concrètement, aujourd'hui, les énergies renouvelables, qu'est-ce que ça procure sur un territoire? D'une part, c'est des retombées fiscales qui sont relativement significatives. D'après une étude du syndicat des énergies renouvelables, en 2019, c'est 1 milliard de retombées fiscales liées aux énergies renouvelables, retombées fiscales directes. Concrètement, quand on construit un parc éolien, 10 MW, c'est-à-dire 5 machines, eh bien, c'est à peu près 100 000 €, dont 70% pour le bloc communal. Donc c'est d'abord des retombées fiscales, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi des emplois. Et dans les énergies renouvelables, on voit que l'année dernière, on était à peu près sur 16 000 emplois. Et puis ça va croître parce que la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, va vers une augmentation, un accroissement des énergies renouvelables. Donc c'est aussi de l'emploi local. Et pour autant, parfois, on peut avoir de l'opposition. Pourquoi? Parce que nécessairement, un projet s'inscrit différemment dans un territoire par rapport à un autre. Et donc, pour faire en sorte que ça se passe bien, eh bien, c'est de la concertation, c'est-à-dire d'abord travailler avec la collectivité sur une charte commune au début du projet pour se dire finalement quels sont les fondamentaux du projet, et puis les adapter. Alors, quand on dit les adapter, on a des cas concrets où on va nous dire une éolienne, ça fait trop de bruit. Normalement, une éolienne, ça fait très peu de bruit. C'est le bruit d'une conversation murmurée à l'oreille quand on est à 500 mètres d'une éolienne. Mais parfois, il peut y avoir des situations où on a l'impression que ça fait trop de bruit. Et alors, il y a des nouvelles technologies qui existent pour amortir le frottement des pales avec l'air, pour reproduire finalement le vol d'un hibou. Et donc, c'est des nouvelles technologies qui existent, que nous développons, que nous proposons quand ce sentiment de bruit existe. Voilà, donc c'est un exemple. Un autre exemple... Ça, ça se matérialise comment avec des petits pics en fait, sur les éoliennes et qui amortissent le choc avec l'air et donc ça réduit le son émis par les éoliennes. Du biomimétisme un peu. Exactement. Voilà. Un autre exemple, il y a des régions qui veulent développer l'éolien et il y a très peu de vent. Et donc il y a quelques années, c'était impossible de développer l'éolien dans ces régions-là. Eh bien depuis, il y a des évolutions technologiques pour développer des pales qu'on appelle surtoilées. Ça veut dire quoi? C'est des pales très allongées, très fines, et finalement, quand il y a une toute petite brise, eh bien, ça capte le vent et ça fait tourner les éoliennes. Donc c'est pour dire que, initialement, l'éolien était très concentré dans des régions très fortement ventées, et puis on se rend compte qu'on va pouvoir aller vers d'autres régions. Tout ça pour dire que la technologie, elle évolue extrêmement vite, et elle est au service du territoire pour faire en sorte que quand on comprend les problématiques, eh bien on développe de nouvelles technologies pour pouvoir améliorer l'acceptabilité des projets. Et ça, c'est le facteur clé de succès des énergies renouvelables. Alors Edouard Hainaut, comment le territoire justement il gère son énergie? Alors, en fait, c'est un cercle vertueux et c'est une forme de motivation collective qui se met en place. Quand on décide avec une collectivité de mettre en place une ligne électrique où on part quand même dans une aventure parce qu'aujourd'hui, ça coûte 40% plus cher qu'un véhicule de type Euro 6 et avec tout le dispositif qui doit graviter autour. Donc si on se projette un peu, c'est forcément une volonté. Donc cette volonté, elle s'exprime et après c'est tout l'écosystème qui se met en œuvre sur le territoire. On peut résumer ça aussi sur d'essayer d'évaluer ce que peut coûter en valeur CO2 en fait voilà, une voiture électrique aujourd'hui, quand on la valorise, on valorise la tonne CO2, c'est à peu près 1 000 € la tonne CO2. Un bus, c'est à peu près 11 000 € la tonne CO2. Donc c'est 20 à 200 fois plus que ce que coûte aujourd'hui la tonne CO2 en valeur carbone sur le marché. Donc il y a une nécessité de réduire les coûts et de baisser les coûts. Baisser les coûts, ça veut dire que quand on est dans un champ de contraintes, tous ensemble, on essaie d'être créatif et en fait, on a une créativité qui se met en place, qui positionne
des stations, qui positionnent des dépôts avec l'expertise de les convertir, c'est-à-dire on passe d'un dépôt énergie gasoil ou GNV à l'électrique. Donc on apporte cette expertise chacun, et chacun essaie de trouver les meilleures solutions avec des charges qui peuvent être plus ou moins rapides, des charges de nuit, des charges instantanées sur les postes, pour trouver la meilleure adéquation au territoire. Donc à chaque fois, c'est cette dynamique-là. Sur l'hydrogène, on est dans une aventure encore plus forte, auquel on croit énormément. Parce que l'hydrogène, c'est l'énergie des grandes distances. C'est l'énergie plutôt de la logique interurbaine, et d'être capable, avec cette production, de faire des grandes distances sur des véhicules de type car ou sur des trains même. Et là, on est quand même sur un bus, c'est à peu près 2 fois le coût d'un bus, 2 à 3 fois le coût d'un bus normal. C'est la production d'une énergie qui doit se verdir, puisqu'aujourd'hui elle est plutôt grise, et donc elle doit être totalement raccordée aux productions d'ENR. Et donc c'est vraiment un écosystème qui se met en place. Et nous, on joue notre rôle, puisque dans cette logique de mobilité, on a 3 enjeux, nous. Il y a un nouvel enjeu qui vient de se déclarer, c'est celui du sanitaire. Il y a l'enjeu de la transition écologique, et puis il y a l'enjeu social, parce qu'on se rappelle tous que le besoin de mobilité du quotidien, c'est, si on prend un sondage qu'on avait pu réaliser avec Région de France, à peu près de 10 000 habitants, le coût de la mobilité voiture, c'est à peu près 212 € par habitant et par mois. Notre enjeu, c'est d'arriver à produire une mobilité efficace, fiable, avec de la fréquence, pour que vous soyez toujours certain de partir et de revenir de l'endroit où vous êtes parti, et d'être capable finalement de le faire à un coût qui redonne du pouvoir d'achat aux citoyens. Les citoyens l'ont exprimé récemment, et c'est bien tout l'enjeu de cette mobilité du quotidien. Jean-Baptiste Gastine, justement sur la mobilité, je crois que vous essayez de mettre en place une 3e ligne de tramway, c'est ça ? Oui, les grands secteurs consommateurs d'énergie et émetteurs de CO2, c'est l'industrie, on en a parlé, j'ai parlé de ce qui se faisait dans l'industrie. C'est le chauffage urbain, j'ai parlé des réseaux de chaleur et des possibilités que cela offrait. Et c'est évidemment les transports et la mobilité. Ici, il se trouve qu'on a inauguré il y a moins de 10 ans maintenant 2 premières lignes de tramway, et que ça a été un grand succès. On a basculé des lignes bus diesel vers 2 lignes de tramway électriques. C'est un grand succès parce qu'on a reconfiguré tout le réseau, et en l'espace de 8 ans, on a eu plus 30% de fréquentation du réseau. Donc c'est très spectaculaire, dans une agglomération où chacun sait que la population n'augmente pas. Donc ça nous donne envie de continuer, et ça nous donne envie de réfléchir à une 3e ligne de tramway, avec Transdev d'ailleurs, qui est notre délégataire en matière de transport et mobilité, une 3e ligne de tramway pour compléter le réseau, le rendre toujours plus attractif, répondre toujours mieux aux besoins en mobilité des habitants de ce territoire. Mais la mobilité électrique, c'est pas seulement le tramway, on voit de plus en plus de voitures électriques, on a une 12aine de bornes de recharge installées au Havre, avec des systèmes de recharge gratuits. Mais ce n'est pas suffisant. On s'aperçoit qu'ils sont saturés souvent aujourd'hui, et beaucoup de gens n'y arrivent plus. Donc il faut qu'on déploie un réseau plus important de bornes de recharge. Et notre ambition, c'est d'aller à 100 dans les 6 prochaines années. Donc vous voyez que c'est une croissance assez importante. Et puis il y a la mobilité douce, il y a la mobilité qui est en train d'exploser en ce moment autour de la bicyclette. C'était déjà en fait en croissance très rapide. Avec le Covid, les gens se sont un petit peu détournés du transport collectif, et on le comprend, pour probablement marcher un peu plus, se déplacer peut-être un peu moins pour ceux qui télétravaillent. Et on n'a pas envie qu'ils reviennent vers la voiture particulière, émettrice de particules fines, de CO2. Et donc on essaie d'accompagner cet engouement pour la pratique du vélo. Et toujours avec notre partenaire, en fait, en l'espace de 5 mois, on a multiplié par 2 la location de vélos électriques ici au Havre. En 5 mois. Alors il y a les vélos classiques aussi sont partis très vite, mais le vélo électrique marche très bien. Il se trouve qu'au Havre, on a une ville haute et une ville basse, avec un franchissement qui est assez raide. Et donc le vélo électrique rend bien des services. Et notre ambition, c'est d'aller très vite, dès le printemps prochain, jusqu'à 1000 vélos électriques en location quasi gratuite, pour que les gens puissent essayer dans des conditions très avantageuses, et ensuite faire l'acquisition d'un vélo et pratiquer le vélo pour se déplacer quotidiennement.
Alors Jean-Baptiste Galland, vous travaillez aussi sur des projets un peu originaux. Vous m'avez évoqué, quand on avait préparé cette table, un projet d'autoconsommation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, où ça se passe ? Je pense que ça fait très bien lien avec ce que s'est dit avant. C'est-à-dire que, on sort de la crise, de mon point de vue, plus fort en conscience environnementale et sociétale, et aussi plus fort en confiance dans le numérique. Le travail à distance a remplacé le numérique. Or, l'autoconsommation collective, l'offre qu'on développe, elle utilise les deux. Et en particulier, par exemple, sur la question de la consultation des populations sur les projets, en rapprochant le projet du consommateur, puisqu'on va affecter finalement une production à un ensemble de consommateurs, un projet local à un ensemble de consommateurs locaux, on va leur permettre de prendre conscience de ce que c'est que l'énergie, qui en fait est une chaîne très longue, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez par exemple la chaîne du pétrole, entre le puits de pétrole et la voiture, il y a peu de gens qui savent comment ça se passe vraiment d'un bout à l'autre. C'est pareil pour le gaz, c'est pareil pour l'électricité. Donc l'autoconsommation collective, c'est quelque chose qui va permettre aux gens à la fois de se responsabiliser dans leur dimension environnementale, mais aussi de prendre conscience de tous les enjeux de l'énergie. Donc c'est ce que l'on développe à beaucoup d'endroits. Alors, on en développe avec ENGIE sur l'île Dieu. Là, on a un projet très récent sur l'île Dieu. On en développe à côté d'ici. C'est un projet que j'aime bien au-dessus de Rouen, à Malonnet, où là, c'est pareil, c'est un partage de production solaire sur les toits de différents bâtiments, et pour répartir sur un ensemble de consommateurs. Et en plus, il y a une finance participative. Donc on a passé encore une étape, c'est-à-dire que ce n'est pas Enedis qui fait financer le projet, mais on voit que se développe la conscience de l'enjeu du projet et donc son acceptabilité, qui était le sujet dont on parlait tout au début. Donc le sujet, pour nous, c'est ça. Le dernier élément, c'est que c'est à travers le numérique, donc on est capable d'affecter les productions aux consommateurs. Je dirais après quelles sont les modalités. Mais au dernier point, on fait de la traçabilité, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, au moment où le panneau solaire produit, je sais si quand le panneau solaire produit, je consomme ou non. Donc tous ceux qui cherchent la traçabilité verte, en fait on a les outils numériques pour maintenant le faire. Voilà. Sur quoi c'est basé ? C'est basé sur des investissements qu'on a fait depuis plusieurs années. Alors là encore, je vais parler de milliards, mais ce qu'on a investi dans les compteurs communicants, c'est plus de 4 milliards d'euros quand même. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a 27,5 millions de consommateurs français qui ont un compteur communicant. L'ensemble des consommateurs industriels l'ont. Donc en fait, à travers ces chaînes communicantes, on est capable de réconcilier les productions et les consommations, et donc d'organiser ces échanges d'énergie et cette traçabilité totale de l'énergie. Ça démarre. En France, aujourd'hui, il y a 30 projets d'autoconsommation qui tournent. Il y en a plein dans les cartons, on est sollicité un peu partout. Et on voit que ça démarre, ça augmente régulièrement. Donc nous, on sera là pour accompagner l'ensemble de ces projets qui peuvent venir de collectivités, qui peuvent venir de grands opérateurs, qui peuvent venir de coopératives, qui peuvent venir de plein d'endroits. Il y a plein de gens motivés sur ce genre de sujet. Arthur, vous aviez une question ? Oui, en fait, on parle beaucoup de la transition vers les énergies renouvelables, mais c'est un processus qui est assez long, qui se fait petit à petit. Comment on pourrait en fait accélérer cette transition pour atteindre une ville et une économie qui ne fonctionnerait que à partir des énergies renouvelables ? Gwenaëlle Huet, vous souhaitez répondre peut-être ? Alors, d'une part, les technologies sont disponibles, et d'autre part, les investisseurs sont prêts à investir dans cette activité. Donc je dirais, ça, c'est déjà un acquis. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, parce que les énergies renouvelables coûtaient extrêmement cher. Un exemple, le solaire, il y a 10 ans, ça coûtait 400 € du mégawattheure. Aujourd'hui, ça coûte 40 € du mégawattheure. C'est pour donner un ordre de grandeur. Donc les technologies sont disponibles, les acteurs sont prêts à investir, et en plus, le coût est accessible. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait aller plus vite ? Eh bien d'abord, c'est l'administratif. Comment alléger les charges administratives pour faire en sorte que le développement se fasse de manière plus rapide. Un projet éolien en France, la moyenne de temps de développement, c'est 7-8 ans. En Allemagne, c'est 4 ans. Donc on voit que ça prend plus de temps. Est-ce que c'est négatif pour autant ? Eh bien, c'est le temps de la concertation, mais pas que. C'est aussi le temps de la préparation des dossiers administratifs et puis le temps d'instruction des recours. Un projet éolien en France, 70% des projets éoliens en France font aujourd'hui l'objet de recours. Donc ça signifie quoi ? Accélérer, c'est améliorer l'acceptabilité pour d'une part éviter les recours, parce que les projets sont des projets concertés, et d'autre part, c'est travailler sur
l'allègement des charges administratives. Là, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. On peut peut-être encore faire plus, mais c'est vraiment l'enjeu. L'acceptabilité et puis les charges administratives. Pour vous donner un exemple, on parlait des projets éoliens en mer qui ont donné lieu et qui donnent lieu au projet de site industriel pour Siemens Gamesa. Eh bien, ce sont des projets à Dieppe-le-Tréport et Yeux-Noirmoutier que nous avons gagnés en 2013. Quand est-ce qu'ils vont voir le jour ? 2023 ? 2024 ? Voilà, on est sur des temps de développement très longs. Et quand nous avons candidaté en 2013, eh bien, nous devions donner la technologie à ce moment-là qui serait mise en place sur ces projets. En 2013, nous avions imaginé une technologie de 8 MW. Elle n'existait pas. Nous l'avons imaginée. Aujourd'hui, et nos fournisseurs de technologie éolienne nous parlent de technologie à 10, 12, 14 MW. Et donc ces temps de développement ne nous permettent pas de capturer la meilleure technologie disponible sur le marché. Et ça, c'est aussi un enjeu. Alors il y a des choses qui se passent pour essayer de favoriser l'accélération des temps administratifs et l'accélération pour permettre de développer les nouvelles technologies au bon moment. Mais je dirais les enjeux sont encore présents. Quand on veut accélérer, c'est l'acceptabilité, les charges administratives pour faire en sorte que nos développements se fassent de manière beaucoup plus rapide. Édouard Reynaud, sur les coûts et les freins. Alors, je vais rebondir sur le sujet du tram et de la fréquentation. Et puis, parce qu'en fait, les gens, ils adorent prendre le tram. Et parce que c'est un outil, je dirais, à la hauteur de leurs ambitions de mobilité. Quand on passe une ligne de bus en ligne de bus électrique, c'est le cas à Schiphol où on a mis 100 bus électriques autour de l'aéroport, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Valence, on a instantanément 15% de fréquentation en plus. Donc ça, c'est une partie de la réponse aussi, parce que c'est du financement complémentaire. Et puis, évidemment, on a tous en tête le plan de relance qui est axé sur un certain nombre d'éléments en transition énergétique, beaucoup sur l'hydrogène, mais aussi sur la transition énergétique. Et puis, il y a, je reviens sur les délais administratifs et les logiques, si on pense par exemple aux lignes de desserte fine ferroviaire. Parce que l'enjeu, c'est aussi celui-là, c'est être en capacité d'être en périphérie et de rejoindre le centre de manière rapide et fiable. C'est une mission de service public et c'est la représentation du service public jusqu'au cœur des territoires les plus ruraux. Et cette logique de desserte fine des territoires par du ferroviaire est un véritable enjeu. Il se traduit par de l'ouverture à la concurrence et par la volonté de régions de créer ce maillon et finalement de dire juste aux Français, vous aimez le train, ce n'est pas que des déplacements de longue distance, parce que c'est ça l'image du train, mais c'est aussi des déplacements beaucoup plus courts. Et quand je parle de train, je parle de tram, je parle de tram-train et de tout ce qui peut permettre d'accélérer ces mobilités. Et quand on voit cet aspect-là, je vais prendre un exemple. Nous, on exerce en Allemagne. On est le numéro 2 derrière la Deutsche Bahn en Allemagne dans le ferroviaire. Nous avons fait l'ouverture à la concurrence depuis 1994, donc on est un peu rodé au processus. L'idée générale, c'est par un mode d'exploitation très local et très régional qui est adapté au territoire avec des équipes qui sont pluguées sur le territoire où c'est pas décidé du centre ou de Paris ou de Berlin ou quoi qu'est-ce, avec une logique frugale. On arrive en fait à baisser de moitié le coût du train kilomètre par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc c'est l'enjeu sur le dispositif français. Et quand on fait ça, quand on crée une ligne où on a de la fréquence dans les heures de pointe, mais aussi de la fréquence en dehors des heures de pointe, on arrive en fait pour le même coût qu'aujourd'hui à doubler le service, à doubler la qualité du service et à faire que les gens empruntent avec plaisir et bonheur le train sur des courtes distances. Et c'est ça qui permet de développer la fréquentation. Un exemple, une ligne qui était fermée, qu'on a redémarrée en 1996, est rapidement montée à 3700 passagers jour. 10 ans après, elle avait plus de 10 000 passagers jour. Et l'année dernière, on l'a totalement électrifiée.
Donc on peut avoir des sauts comme ça, à la fois technologiques, à la fois de fréquentation, parce que c'est pratique. Il faut que ça soit pratique, il faut que ça soit confortable. Je me permets un dernier exemple, ce sont les cars à haut niveau de service. On peut aussi, pour des solutions un peu moins coûteuses que le ferroviaire, être en capacité de mettre des cars à haut niveau de service. Un exemple dans le sud parisien, on est au cœur de l'Essonne, donc plutôt en milieu rural. On est près d'une logique d'autoroute. Et avec Vinci, on a dédié une voie spécifique. Donc ça permet d'avoir un accès sur site propre, rapide. Les gens viennent avec leur voiture individuelle, avec leur scooter. Tout est sécurisé. Ils posent leur voiture. Ils prennent une gare routière le long de l'autoroute avec 5 minutes de fréquence tous les matins. Et ça permet d'emmener aujourd'hui plus de 3000 personnes jour vers une gare qui rejoint le réseau structurant. Les gens gagnent 40 minutes par jour et gagnent 13 heures par mois dans leur déplacement. Ils ont le Wi-Fi, ils sont confort, ils peuvent dormir, ils peuvent travailler. Super, on va s'arrêter là. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Jean-Baptiste Gastine, puisqu'on a parlé de freins administratifs. Ça sera une intervention assez courte, puisqu'on est déjà en train de dépasser le délai. Mais pour conclure, vous êtes notre hôte. Oui, en forme de rêve et de rêve accessible. Il a été question de... Le Havre est une ville portuaire, et Le Havre est d'abord une ville portuaire. C'est sa vocation depuis plus de 500 ans maintenant, et elle entend bien le rester. Et donc la question de l'électrification des quais pour permettre aux navires qui sont en escale d'arrêter leur moteur, qui consomme encore pour beaucoup du fuel ou du diesel. Beaucoup sont en train de passer au GNL, on va améliorer les choses, mais enfin... Ce qu'il faut viser, c'est évidemment l'électrification des quais, pas seulement pour les paquebots de croisière, c'est très important parce que c'est des petites villes qui consomment énormément d'énergie à bord, les paquebots de croisière, mais aussi pour les paquebots, pour les porte-conteneurs, parce qu'il y a de plus en plus de conteneurs à température dirigée pour conserver des produits frais à l'intérieur, parfois des produits surgelés à l'intérieur. Et donc là aussi, il y a une consommation d'énergie considérable. Et donc, électrifier les quais, des terminaux croisières, des terminaux à conteneurs, c'est une priorité pour nous. Et l'idée que cette électricité puisse être en plus une électricité verte, soit qu'elle vienne des parcs éoliens offshore, soit qu'elle vienne de panneaux photovoltaïques dont je rêve qu'ils fleurissent sur les toits des entrepôts logistiques, des entrepôts portuaires du Havre. Il n'y en a pas assez encore. Et donc on pourrait en plus alimenter les quais avec une électricité, une énergie verte. Voilà le rêve que je formule et qui est un rêve accessible et accessible dans les prochaines années. Merci beaucoup Gwenaëlle Huette, directrice générale d'Engie, Édouard Reynaud, directeur général de Transdev, Jean-Baptiste Galland de Enedis et Jean-Baptiste Gastine du Havre. Merci également à nos jeunes citoyens, Zenao, Juliette et Arthur. On se retrouve juste après la pause à 11h20. À tout de suite et merci de votre attention.